Bonjour à tous, aujourd'hui nous retrouvons Emmanuelle Chastelière aux Imaginales. Donc Emmanuelle vient de publier L'Empire du Léopard aux éditions Critiques. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Comment est né le roman? Comment est-ce que l'idée de ce roman vous est venue? Alors c'est très simple. Au départ c'est un univers en fait, se situe l'histoire que j'avais déjà abordée dans des nouvelles. Enfin dans deux nouvelles, dont une publiée dans une anthologie chez Rivière Blanche. Donc il y avait déjà, on retrouvait déjà un peu cette atmosphère de jungle, de brume, avec une magie on va dire assez diffuse, et en même temps on ne sait pas trop si c'est de la magie, si c'est juste des mythes, etc. autour de la figure des fées qui ne ressemblent pas du tout aux fées traditionnelles. Et donc j'avais envie d'explorer ça de façon un peu plus poussée à travers un roman de fantasy en fait, puisque jusque-là j'en ai beaucoup lu, j'en ai beaucoup traduit, mais dans mes précédents romans je n'avais pas encore exploré ce genre. Et donc c'était un peu l'occasion pour moi de faire les deux. Et là, dans le cadre de l'Empire du Léopard, je voulais aussi aborder des questions, on va dire, qui m'interpellent de façon générale, comme la colonisation, l'exploitation des ressources naturelles, tout ça, puisqu'on retrouve un royaume d'une Europe fictive, on va dire, qui a débarqué, mais alors sur un nouveau continent, dans les années 1850 et pas au XVIe siècle par exemple, et qui se retrouve en fait, c'est un pays qui est le Coronado, qui est un peu à la traîne des autres pays qui ont déjà un empire colonial, et qui voit le territoire où se déroule l'intrigue du roman comme son Eldorado, sauf que là on est quelques années après le début de la conquête, et les choses ne se sont pas avérées aussi fructueuses qu'espérées, et donc le roman débute là. D'accord. Vous pouvez nous dire quelques mots sur l'intrigue, les personnages? Oui, alors en fait on suit essentiellement le personnage de Cérès, qui est le colonel en chef du 22e régiment d'infanterie de la colonie en question, et qui en somme est le bras droit du vice-roi de la colonie. Qui lui est un personnage qui essaie on va dire, de contenter tout le monde, c'est-à-dire qu'il aimerait que ça se passe bien avec les peuples indigènes conquis, et en même temps il doit satisfaire. Je vais reprendre parce que là. Oui, le personnage du vice-roi qui est donc un Philomé, qui lui est un politique qui aimerait en fait satisfaire tout le monde, à la fois les indigènes des peuples conquis, et puis les nouveaux arrivants, donc les pionniers, et puis surtout les propriétaires terriens qui s'arrogent de grands domaines, voilà. Sauf qu'évidemment c'est difficile de contenter tout le monde, et il s'y perd un peu, et là en fait au début du roman il reçoit une proposition très étrange en provenance de l'Empire du Léopard, qui est la seule puissance encore non soumise au sein de la péninsule, et qui est un empire qui vit dans des montagnes reculées beaucoup plus au nord, et qui a encore un côté très mystérieux, et qui était un peu, on va dire, la grande puissance locale avant que débarque le Coronado. Et donc cette proposition intrigante, contre l'avis de certains, il va décider de l'accepter. Et donc lui et le régiment se mettent en route à destination de l'Empire de l'autre côté des montagnes. Et après, là, pas trop en dire, parce qu'on bascule vraiment dans la seconde moitié du roman, et ça serait trop spoiler. Oui, ça serait dommage. Bon. Oui, quand même. Donc vous disiez là que vous aviez lu beaucoup de fantaisie. Finalement, l'Empire du Léopard, c'est votre premier roman de fantasy. Est-ce que vous pensez que vous allez en écrire d'autres dans le futur, ou plutôt retourner sur du fantastique ou de la science-fiction? En fait, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, je voulais absolument pas commencer par un roman de fantasy, parce que j'en ai vraiment beaucoup lu, beaucoup chroniqué via Evakin, le site dont je m'occupe. Et c'est vrai que j'avais pas envie de m'y confronter. Et là, par contre, avec les années, avec 2 ans de recul on va dire, j'avais envie par contre d'aborder ça, parce que justement
beaucoup de lectures en fantasy me lassent très vite maintenant. Et j'avais envie d'écrire quelque chose que forcément j'aurais envie de lire en tant que lecteur. Et oui, clairement, j'aurais envie d'y retourner. Alors sûrement pas dans de la fantasy épique très classique avec des prophéties, des garçons d'étable et des épées magiques. Mais oui, j'y retournerai sûrement à un moment ou à un autre, peut-être ne serait-ce que dans cet univers, je ne sais pas. Parce que c'est quand même mon genre de prédilection à la base et puis celui qui m'a fait découvrir l'imaginaire à l'adolescence, donc pas renier mes racines non plus. D'ailleurs, en parlant de lecture, de racines, est-ce que vous avez eu des inspirations en particulier, puisqu'a priori donc l'Empire du Léopard se rapproche de la Flintlock Fantasy? C'était quelque chose que vous vouliez aborder, enfin utiliser dans votre roman, ou ça s'est fait tout seul Non, ça c'était vraiment une démarche volontaire, parce que je trouve que dans mon travail de traducteur aussi, j'avais eu l'occasion, j'ai démarré avec, c'était pas de la Flintlock, parce que Flintlock c'est censé être vraiment limité au mousquet, technologie on va dire du XVIe siècle, mais j'avais commencé en traduisant le Régiment perdu chez Bragelonne à l'époque, et donc c'était l'histoire d'un régiment perdu à l'époque de la guerre de sécession, et qui traverse le triangle des Bermudes et se retrouve projeté dans un autre monde. Voilà, et puis j'en avais aussi retraduit plus récemment avec les 1000 noms de Django Wexler chez Panini. Et j'avais beaucoup aimé ça parce que ça apportait un peu un vent frais justement par rapport à la fantasy classique, c'est-à-dire qu'on pouvait retrouver de la magie ou des éléments comme ça. Mais en même temps on n'était pas coincé entre guillemets dans le Moyen-Âge et ce genre de choses. Et oui, donc j'avais vraiment envie on va dire d'être dans la catégorie technologique du dessus pour pouvoir me profiter ne serait-ce que par exemple des trains, des débuts de la photographie, éventuellement du télégramme, enfin ce genre de choses en fait qu'on voit pas forcément en fantasy quand on pense fantasy, parce qu'on pense à des chevaliers, des dragons. Oui, en fait si on pense au train on va peut-être plus penser au steampunk, à des choses oui aussi mais, comme ça. C'est vrai pour le train. Mais après justement, on va dire que c'était plus le niveau technologique de la fin du 19e qui m'intéressait et qu'on retrouve aussi souvent dans le steampunk effectivement. Mais j'avais envie de ça en tout cas. Et toujours dans le 19e, finalement, dans les thèmes que vous vouliez aborder, tout à l'heure vous parliez de la colonisation, il y en a d'autres aussi que dont vous aviez envie de parler dans l'Empire du Léopard? Oui, bien sûr. En fait, c'était un peu justement au-delà de la colonisation, un peu comment justement en fait, la dimension politique qu'il peut y avoir aussi dans une volonté d'émancipation. Parce que par exemple, je me suis pas mal inspiré avec de grands guillemets, mais des débuts de l'Argentine à l'époque coloniale, où on voit que quand le pays a acquis son indépendance, c'était éventuellement, c'était aussi pour une soif de liberté bien sûr, mais il y avait aussi une vraie composante, on va dire, économique là-dedans, parce que c'était vraiment l'idée de se débarrasser de l'influence de l'Espagne à l'époque, pour dicter pour que les habitants locaux dictent leurs propres lois sans règles finalement venus de l'autre côté de l'océan pour leur imposer leur vie là, ici. Donc oui, et puis comme je disais aussi, tout ce qui est le poids des traditions, comment justement on peut se laisser emprisonner par des choses établies depuis des centaines d'années qu'on ne remet pas forcément en question. Et puis effectivement aussi tout ce qui est déforestation, exploitation des ressources naturelles, comme je disais, c'est quelque chose qui me souvent lié là aussi à une dimension économique. C'est quelque chose qui me travaille beaucoup et que j'avais envie de mettre en scène aussi par petites touches. On va dire, c'est pas central non plus forcément, et je donne aucune. C'est absolument pas dans le but de faire la leçon à qui que ce soit, mais c'était des thèmes que je voulais retrouver effectivement dans le roman. D'accord. Et d'ailleurs, ce roman, est-ce qu'il va avoir une suite? Sur quoi est-ce que vous travaillez là maintenant Alors en fait, le roman lui-même, non, je pense pas, parce que avec Critique, c'était très clair, on avait envie d'un one-shot. Et puis, c'est vrai qu'un one-shot, c'est aussi plus facile simplement à vendre aux lecteurs qui savent qu'ils n'auront pas à attendre un deuxième ou un troisième, voire un quatrième tome. Mais après, l'univers en tant que tel, oui, je compte le réexploiter parce que je pense qu'il le mérite déjà.
forcément c'est mon avis tout personnel. Et puis j'ai deux projets de romans, enfin j'ai deux synopsis on va dire qui se déroulent dans le cadre, avec comme cadre la Lune d'Or. Puisque c'est le nom de le surnom de la péninsule, le surnom trompeur que je disais, mais qui n'est pas vraiment d'or à récupérer. Et oui, non, clairement, j'aimerais bien y retourner parce que j'ai encore plein de choses à dire si j'en ai l'opportunité. Eh bien, on va attendre avec impatience la suite de vos écrits. Et merci. On vous remercie d'avoir répondu à ces quelques questions. C'est moi. Bon salon.